Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h45, voici le sommaire de ce journal. Un accident violent et spectaculaire sur l'autoroute à Dakar. Un Ndiaga Ndiaye se renverse après un choc avec un particulier. 35 blessés, dont 4 graves. Taux de mortalité élevé des entreprises sénégalaises. Un bon nombre survit rarement après la mort du fondateur. Des économistes expliquent le pourquoi et donnent des solutions. Coup d'envoi de l'Afro-Basket féminin le week-end prochain à Dakar. L'entraîneur Cheikh Sarr tient ses 12 Lions après un choix difficile. Prestation très rassurante de l'équipe au tournoi d'avant-compétition. Et puis une lionne des pneus. La vulcanisation Aram Ndiaye s'y connaît. On la surnomme Aram Pneu. Son portrait en fin d'édition. Bienvenue. Ce violent accident donc qui s'est produit sur l'autoroute à hauteur des Maristes, un car Ndiaga Ndiaye a heurté un véhicule particulier avant de se renverser les roues en l'air. Il n'y a pas de morts mais des dizaines de blessés, 35 au total, dont 4 dans un état grave selon le commandant des sapeurs-pompiers qui s'est confié à ITV. Le conducteur du véhicule particulier témoigne. Je conduisais et j'ai vu devant un obstacle. C'est en essayant de le contourner, c'est en le contournant que le car Ndiaga Ndiaye est venu me rentrer derrière, quoi. Après m'avoir rentré dessus, on a perdu un peu le contrôle de nos véhicules là. Lui, il est allé directement, il a foncé sur la glissière. Et c'est là où la voiture s'est renversée. Lentement mais sûrement, la forêt sénégalaise se meurt. 40 000 hectares de forêt sont perdus chaque année, alors que seulement la moitié est replantée. Pour l'ONG Nebedaï, nous assistons à une mort lente qui menace la survie des générations futures. Une situation qui appelle une sensibilisation massive sur les conséquences de la déforestation. Moustapha Gabar Diop Mafalfal. Vous avez sûrement bu de l'eau aujourd'hui, ou mangé un fruit, ou tout simplement pris une inspiration. Des actions impossibles à faire sans l'existence des arbres et des forêts. Malheureusement, ces espaces verts disparaissent à une vitesse fulgurante. Au Sénégal, la moitié des forêts a déjà été perdue au profit du défrichement, du déboisement et de l'extinction des terres agricoles. Et la raréfaction des pluies est l'un des premiers effets ressentis. La pluie, elle vient par les arbres. C'est les arbres qui évapotranspirent. C'est les arbres qui donnent la pluie. C'est les arbres qui donnent l'ombre. C'est les arbres qui donnent les fruits. C'est les arbres qui donnent la fertilité des sols. C'est les arbres qui maintiennent qu'on ait des pluies, de l'eau dans nos puits, dans nos villages. Donc aujourd'hui, il y a des endroits où on a perdu nos forêts et maintenant on a perdu du coup nos surfaces agricoles et on a des villages qui n'ont plus d'eau, qui ont carrément déménagé. Il y a trop de pression. Pour qu'un arbre vive par tout seul, en général les arbres ils ont des graines. Les graines c'est leur enfant. Cette graine elle va tomber en saison sèche, elle va germer en saison des pluies. Mais la chance pour que cette graine qui va germer vive, mais elle est minime, parce qu'elle doit éviter le feu de brousse, elle doit éviter la chèvre, elle doit éviter le mouton et elle doit faire la traversée du désert de 9 mois de sécheresse avant d'avoir nouveau une pluie. Les pertes de forêt sont principalement dues à l'activité humaine. En effet, 80% des ménages au Sénégal utilisent encore le bois et le charbon de bois comme principale source d'énergie. Une consommation excessive qui appelle à un changement de comportement pour stopper la désertification. Par elles-mêmes, les forêts n'arrivent plus à se régénérer. Les besoins de l'homme sont de plus en plus grands. On est en train d'installer le désert. On est en train d'installer un monde où on ne pourra plus vivre en zone rurale. Donc on doit aujourd'hui sauver nos forêts. Et d'ailleurs, les zones urbaines ne pourront plus vivre non plus parce qu'il n'y aura plus de charbon de bois et plus de maths. À Dakar quand j'étais petit, mais les vents de sable, on en avait 5-6 fois par an à partir du mois d'avril-mai. Aujourd'hui, cette année-là, on est sorti de l'hivernage, le lendemain de l'hivernage, on a eu du vent de sable. Mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi on a du vent de sable? C'est parce que dans tout le nord du pays, on n'a plus un arbre. Quand le vent il balaye ces surfaces où il n'y a plus un arbre, ils prennent la poussière qui est en là, ils le mènent dans l'air. Et aujourd'hui, on a plein de problèmes de santé publique. Si on avait des arbres partout dans Dakar, déjà ça filtrerait ces microparticules, on respirerait beaucoup mieux. Malheureusement, on en a de moins en moins. On coupe les arbres. L'ONG Nebedaï compte planter 600 000 arbres cette année pour contribuer à la restauration des espaces verts
et des écosystèmes du Sénégal. Cette reforestation sera accompagnée de projets de gestion des ressources naturelles pour générer des revenus en zone rurale. Le très écologiste Moustapha Gabar Diop. Il y a 2 semaines, l'économie sénégalaise perdait un de ses champions. Ahmed Amar, un vrai capitaine dans son domaine, laisse ainsi orpheline toute une industrie. Avant le défunt patron d'Enema Sanders, bien d'autres illustres disparus du secteur industriel se posent alors la question suivante. Pourquoi certaines entreprises ne survivent pas ou alors difficilement au père fondateur? Comment y remédier? Le dossier de Babacar Touré, Mafalfal. Avoir le long terme comme horizon, tel doit être l'objectif et la stratégie de croissance de toute entreprise privée détenue par des personnes physiques ou morales. Mais dans notre pays, la tendance de fond que l'on observe laisse entrevoir que beaucoup d'entreprises ne survivent que rarement à leur fondateur. Un véritable gâchis économique avec à la clé une quantité industrielle d'unités de production qui disparaît sur fond de destruction de postes de travail. Selon les témoignages recueillis, il se pose une question d'approche. C'est d'abord autour d'une personne, d'une famille, plus souvent. Et ce qui fait que si la personne qui a créé l'entreprise disparaît, et l'entreprise, le plus souvent, disparaît avec. Par-delà les considérations sur la forme, des données socioculturelles viennent s'agréger aux facteurs qui déstructurent les entreprises. Les raisons peuvent être liées à la succession. Les lois successorales de type musulman entraînent toujours un éclatement de la propriété. N'est-ce pas? La famille ne se met pas d'accord pour effectivement continuer l'affaire en lui donnant justement un élan de modernité pour qu'elle puisse survivre. Si l'entreprise n'a pas une forme juridique bien ficelée, bien entendu, toujours elle sera ravagée par les problèmes de succession. Par ailleurs, d'autres contraintes majeures constituent également des freins à la pérennité des outils de travail. La contrainte économique majeure, c'est effectivement la faiblesse des capitaux propres. La faiblesse des capitaux propres ne peut être compensée que par effectivement une ouverture du crédit. Mais ici, le crédit leur est fermé, ou en tout cas leur est octroyé avec des taux qui sont des taux usuriers. Ça, c'est un système spéculatif, un système marchand, mais purement spéculatif, qui n'est pas favorable à l'industrialisation. Dans le lot des mésaventures, subsistent quelquefois des success stories. Mais sont-elles assez robustes? Le début de l'émergence commence par des entreprises qui ont des reins solides sur tous les plans. Quant à l'horticulture, elle est à la recherche d'un modèle économique, une révolution attendue sur toute la chaîne qui va du producteur au distributeur en passant par le consommateur. Un atelier ce matin à Dakar sous la direction de l'Union des commerçants et industriels du Sénégal. Écoutons Ousmane Sindiaye, le secrétaire exécutif d'UNACOIS Diapo. La contractualisation est le moyen par lequel tous ces acteurs sont liés dans le cadre d'un contrat de filière qui leur permettent ensemble d'agir dans une même direction qui est celle d'approvisionner le marché en quantité, en qualité et en prix. C'est de se mettre à la disposition d'un marché et de produire pour le marché. C'est ça l'idée. Ce que nous voulons, c'est que les producteurs arrêtent de penser qu'ils produisent pour eux, que les commerçants arrêtent de penser qu'ils travaillent pour eux. Nous devons tous nous mettre au service du consommateur et de partir de ses besoins en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de prix. Pour y arriver, il nous faut structurer nos relations en termes de contrat. Le commerçant qui distribue a besoin de spécifier sur la base de sa connaissance du marché la qualité du produit qu'il veut acheter et revendre, la quantité, les normes techniques et les délais de livraison. Le producteur également a besoin de ce contrat, n'est-ce pas, pour le mettre dans ses relations avec la banque de manière à acquérir le financement nécessaire et assurer la production. Le semencier a besoin également du contrat entre le producteur et la banque justement pour livrer la semence de qualité que le producteur attend. Alors si toute la chaîne est en place et qu'elle fonctionne, c'est ça justement la possibilité de faire plus de valeur et de croissance dans notre pays et comme on dit en Wolof, ku nek di nga ci gis sa bopp.
Économie toujours, les réponses du Sud à une crise multidimensionnelle d'un système économique mondial, lui-même multipolaire. La réflexion est engagée par des intellectuels qui s'inspirent des thèses de l'économiste tiers-mondiste Samir Amin, décédé en août 2018. Un forum du tiers-monde se tiendra au Sénégal autour de ce thème en décembre prochain. Et pour ses initiateurs, un retour à Samir Amin s'impose. Le professeur d'économie Moustapha Kassé lors d'une rencontre avec la presse ce matin. L'intitulé de ce symposium est « La crise multidimensionnelle du système mondial multipolaire ». Chérif a parlé tout à l'heure, polyvalent. On aurait pu effectivement discuter sur la sémantique elle-même. Quelles sont les réponses que nous apportons précisément en tant que pays du Sud? Nous compterons beaucoup encore sur vous pour justement le symposium qui devrait en fait au moins regrouper plus de 300 à 400, 500 intellectuels, chercheurs et même personnalités de la société civile à Dakar. Et justement pour discuter, donc, comme l'a dit Chérif, avec beaucoup d'auteurs, pour discuter, débattre sur toutes les thématiques de l'œuvre de Samir Amin. Le marché du mouton à moins d'une semaine de la Tabaski s'abelle beaucoup à travers le pays. De nombreuses familles cherchent encore le bélier à sacrifier, mais il n'y a pas que l'enjeu de trouver un mouton. Il y a également son état de santé. Une question qui n'est pas simple et qui a souvent été occultée. L'animal qui sera immolé doit répondre à certains critères pour des raisons à la fois liées à la religion et sanitaires. C'est un reportage de Matanguer, Augustin Mandan. Dernier virage avant la Tabaski, les pères de famille se bousculent pour avoir leur mouton. Malheureusement au Sénégal, souvent, l'apparence de la bête prend le dessus sur la santé. Pour ce spécialiste de la santé animale, il faut toujours communiquer. Et malheureusement, c'est notre plus grand défaut. Les gens ne communiquent pas assez par rapport à la prophylaxie et à la santé animale. Donc il faut, comme vous le faites, faire des tables rondes, faire des séances et inviter les professionnels de santé quand même pour pouvoir au moins apporter un regard nouveau par rapport à l'élevage. Ce manque de communication pousse même certaines personnes à utiliser de la viande de mouton sous traitement. Quand aujourd'hui, vous décidez de déparasiter votre mouton, à partir du jour de l'heure d'injection, vous devez attendre 21 jours, 3 semaines, pour pouvoir prétendre consommer cette viande. Dans toutes les boîtes de médicaments vétérinaires, que ce soit des parasites, que ce soit des anti-inflammatoires, il y a toujours un truc de prescription, délai d'attente pour pouvoir consommer la viande. Ça, vraiment, dans toutes les pharmacies vétérinaires que vous avez, si vous achetez une boîte de médicaments, c'est prescrit. C'est écrit là-dessus. Et c'est très bien mentionné en rouge. Mais malheureusement, les gens peut-être ne font pas attention. Et pour briser ce plafond de verre, ils pensent que la seule issue, c'est de décentraliser les cabinets vétérinaires. Parce qu'aujourd'hui, chaque quartier devait être doté au moins d'un cabinet vétérinaire. Parce que maintenant, on a remarqué que dans chaque quartier, dans chaque maison, il y a un élevage. Que ce soit de moutons, que ce soit de poulets, que ce soit... Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas à portée de main ceux qui peuvent soigner, ceux qui peuvent truquer leur bétail ou bien tout ce qu'ils ont, leur élevage. Donc, ils sont obligés soit de faire des kilomètres ou bien de faire 30 ou 1 heure de temps pour trouver un vétérinaire. Ils n'ont pas de numéro vert, ils n'ont rien. Le spécialiste de la santé animale pense que l'État du Sénégal doit prendre les devants en organisant une campagne de vaccination animale, surtout en période de Tabaski. Actualité judiciaire, procès Abdoul Mbaye contre son ex-épouse Aminata Diak. L'ancien Premier ministre est reconnu coupable de faux et usage de faux dans un document administratif. Il a été condamné à 1 an avec sursis et à s'acquitter d'une amende d'1 million de francs CFA et d'un montant de 100 millions à verser à son ex-femme en guise de dommages et intérêts. Le juge a cependant revu à la baisse le montant réclamé par Aminata Diak qui était d'1 milliard de francs CFA. De même, il n'a pas suivi à la lettre le réquisitoire de l'avocat général qui était d'1 an ferme contre Abdoul Mbaye qui a décidé de se pourvoir en cassation. Réaction de l'homme politique après le verdict, je le cite,
J'espère que je vais enfin savoir quel est le faux document administratif dont j'aurai fait usage. Également, quel bien j'ai tenté d'escroquer à mon ex-épouse. J'attends l'écrit de la décision pour mieux comprendre. Mais pour l'instant, la justice reposant sur des preuves, je n'ai eu connaissance d'aucune de ces preuves. J'ai fini de citer Abdoul Mbaye. Les étudiants boursiers de l'université Cheikh Anta Diop attaquent leur banque en justice. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République contre Ecobank pour arnaque. Les étudiants disent ne pas comprendre que la bourse soit régulièrement amputée. Dans un autre dossier, le collectif des amicales de l'UCAD invite les autorités à rapporter leur décision d'exclusion de 4 étudiants de l'UGB de Saint-Louis. Un sujet de Cheikh Hassan Affal avec Gorgui Thiam. Les problèmes liés aux bourses pédagogiques des étudiants sont loin de connaître une fin. Cette fois-ci, ce n'est pas l'État qui est pointé du doigt, mais plutôt Ecobank et ses filiales. Comment pouvez-vous comprendre des étudiants qui sont des ayants droit par rapport à la bourse, qui ont leur nom inscrit sur les États, qui ont déjà été validés par la direction des bourses et qui, une fois à l'Ecobank, ne parviennent pas à recevoir leur bourse. Des fois même, quand ils y sont, ils trouvent que des sommes inférieures à la somme qu'ils doivent recevoir sont dans leur compte. Des étudiants qui vont faire des transactions et qui par la suite ne parviennent pas à récupérer l'argent. Et une fois ces jeux, on vous dit qu'une somme de 150 000 a été débitée de votre compte. Mais qui a récupéré l'argent? C'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Des étudiants qui ont même esté en justice contre la banque. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous le dire clairement, une plainte officielle a été déposée contre l'Ecobank, qui aujourd'hui est en train de voler, qui est en train d'escroquer les étudiants, et que les autorités font un laxisme notoire, un mutisme incompréhensible, alors que ce sont les autorités de tutelle. À côté des bourses pédagogiques, l'attribution des bourses sociales crée également une polémique. Je ne vois pas comment est-ce possible qu'on vous présente que les universités ou bien l'UCAD doit bénéficier de 2000 et quelques bourses sociales, et qu'en fin de compte, on se retrouve avec moins de 2000 bénéficiaires, alors que c'est des étudiants nécessiteux, c'est des ayants droit. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est où est le restant de ces bourses sociales-là? Où est le restant de ces bourses sociales-là? Et il faudra que la direction des bourses à son niveau puisse accepter de répondre à ces interpellations. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop qui appelle les autorités de tutelle à plus de compréhension par rapport aux 4 étudiants de l'université Gaston Berger exclus. Nous ne pouvons pas comprendre que des autorités puissent se réunir en réunion restreinte et renvoyer nos camarades étudiants sous prétexte qu'ils ont crié leur cri de cœur. Ils ont parlé de ce qui leur faisait mal. Ils en avaient assez de souffrir. Donc aujourd'hui, nous appelons les autorités à revenir à la raison. Nous appelons les autorités à savoir que ces étudiants-là, c'est des fils du Sénégal. Ces étudiants-là, c'est leurs fils. Et ils doivent les considérer comme tels. Et de ne pas prendre des décisions arbitraires à leur endroit et de leur permettre de s'exprimer. Un collectif qui n'oublie pas également les étudiants du privé et demande à l'État de régler leur situation. Les réseaux sociaux, les femmes et les enfants, nous parlions hier de la vulnérabilité des 2 couches sociales. Aujourd'hui, la rédaction d'ITV donne la parole aux parents. Quelle est leur responsabilité? Impossible de se dérober. Reportage Augustin Mandan, Youssouf Konté. Facebook, WhatsApp, Instagram, bref, les réseaux sociaux qui attirent plus les femmes et les enfants, mais une attirance qui n'est pas sans conséquences. Ce qu'on faisait dans les cyber, maintenant, les gens le font en se cachant, or qu'ils s'exposent parce que l'Internet, ils ne le maîtrisent pas. Personne ne le maîtrise, même ceux qui sont l'installés ne peuvent plus le maîtriser. Il faut qu'on éduque nos enfants. De nos jours, on constate que même les plus petits sont souvent connectés sur les réseaux sociaux. Mais ce père de famille lui prend toutes ses dispositions. Présentement, elle n'a pas de téléphone. Non, pour le moment, je juge que, vu l'âge qu'elle a, faire ses devoirs, ses études, c'est mieux pour une fille de son âge, quoi. Pour éviter ces dérives notées sur les réseaux sociaux, ce jeune trouvé à la Médina donne quelques conseils. Et pour moi, tous les mineurs, tous ceux qui n'ont pas encore la majorité, doivent être automatiquement sous la rigueur des parents, des responsables de famille. Donc pour moi, on doit leur confisquer les appareils et leur interdire de se connecter tant que les chefs de famille, tant que les parents ne sont pas là.
un enfant qui n'est pas à côté d'un responsable ne doit pas se connecter. Donc pour moi, c'est mieux comme ça. Si on s'organise comme ça, c'est déjà mieux. Aujourd'hui, bon nombre de personnes utilisent les réseaux sociaux, mais peu d'entre elles les maîtrisent. La colombe blanche survole le Mali, accord de paix entre les groupes Peul et Dogon. L'Algérie, elle, lance un mandat d'arrêt international contre un ancien ministre de la Défense. Ailleurs, vive tension entre les États-Unis et la Chine, accusés par Washington de concurrence déloyale. Aux États-Unis même, décès ce mardi de Toni Morrison, première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Un tour du monde signé Amagor Bernian. Au Mali, des accords de cessation des hostilités ont été signés par des groupes armés Peul et Dogon. Ils visent à mettre un terme aux violences intercommunautaires impliquant les deux ethnies. Les deux groupes s'engagent à cesser immédiatement et définitivement les hostilités, à tout mettre en œuvre pour favoriser la libre circulation des personnes, des biens et des agences humanitaires. En Algérie, un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense Khaled Nezar. Il est poursuivi par le tribunal militaire pour complot et atteinte à l'ordre public. L'ancien ministre de la Défense et ancien chef d'état-major est en Espagne. Le tribunal militaire a donc lancé un mandat d'arrêt international. Khaled Nezar était l'un des hommes forts de l'armée algérienne de la fin des années 80. Au début des années 90, il est d'ailleurs poursuivi par la justice suisse pour crimes de guerre. Vive tension entre les États-Unis et la Chine. Washington estime que Pékin manipule sa monnaie et compte demander au Fonds monétaire international de mettre un terme à cette concurrence déloyale. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire au Trésor américain. Une baisse du yuan favorise les exportations chinoises et peut atténuer l'impact de la hausse des droits de douane américains sur les produits chinois. Dans la matinée sur Twitter, le président américain avait déjà accusé la Chine de continuer à toucher des milliards de dollars pris aux États-Unis grâce aux pratiques commerciales déloyales et à la manipulation de la monnaie. Aux États-Unis toujours, décès ce mardi de Toni Morrison, première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Elle est morte à l'âge de 88 ans, descendante d'une famille d'esclaves. Toni Morrison est connue pour avoir donné une visibilité littéraire aux Noirs. Brillante universitaire, elle a écrit 11 romans sur une période couvrant 6 décennies, mais également des essais, des livres pour enfants, 2 pièces de théâtre. Elle a exploré toute l'histoire des Noirs américains depuis leur mise en esclavage jusqu'à leur émancipation dans la société américaine actuelle. Et puis cette information qui est tombée il y a un instant, avis de vacances de poste à la CPI. La Cour pénale internationale vient d'acter la fin du mandat de Fatou Bensouda. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le Coréen Gon Kwon, président de l'Assemblée des partis de la CPI, se félicite de la publication de l'avis de vacances pour le poste de procureur de la CPI qu'occupait la Gambienne. Madame Bensouda est visée en Gambie par une plainte pour violation directe ou indirecte des droits de l'homme sous le régime de Yaya Jammeh, qu'elle avait servi à différentes fonctions. Actualité sportive, les 12 lions de l'Afro-Basket 2019 sont connus. Choix cornélien pour le coach Cheikh Sarr, obligé d'écarter 3 joueuses. Avant de descendre sur le parquet de Dakar Arena pour l'Afro-Basket, les Lions ont fait carton plein lors du tournoi de Dakar. Ibrahima Kamara. Le coach Cheikh Sarr a fait appel à 12 lions pour l'Afro-Basket 2019. Il s'agit de Bintou Djemé, Mame Jojo Diouf, Yassine Diop, Lena Niang, Ndeye Sène, Lalla Wane, Astou Traoré, Fatou Diagne, Oumou Khayri Sarr, Aïda Fall, Maïmouna Diarra. Pour faire ce choix, le coach Cheikh Sarr s'est séparé de Mathilde Aïcha Diop, Ndeye Cham Kamara et Ndeye Khady Dieng. Un choix difficile selon l'entraîneur.
En préparation, les Lions ont assuré les 3 matchs du tournoi international de Dakar, organisé en guise de préparation. Elles ont rugi face à l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Angola, atteignant la barre des 100 points. L'Afrobasket féminin 2019 se déroulera du 10 au 18 août à Dakar Arena. Le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire en match d'ouverture. Ibrahima Kamara, des Lions peuvent en cacher une autre. Portrait du jour, une femme en roue libre. Aram Ndiaye a fini par se faire appeler Aram Pneu. Cette femme est une des rares à évoluer dans la très masculine activité de vulcanisation. La vulcanisatrice a embrassé le métier depuis 30 ans. Aujourd'hui, elle est originaire de la ville de Rufisque où elle tient son atelier. Immersion dans l'univers d'Aram, le portrait est signé Ndeye Mariam Gaye avec la complicité d'Augustin Mandon. Chez elle, le physique n'est pas un boulet qu'elle traîne. Son poids, pas un handicap non plus. Aram, presque la cinquantaine, est à pied d'œuvre tout le matin dans son atelier. Réparatrice de pneumatiques, elle tire son surnom de ce métier réservé aux hommes. Première de cordée dans le domaine de la vulcanisation en tant que femme, Aram est intarissable quand elle évoque ses débuts. Ce métier à la base, c'est mon mari qui le faisait. C'est comme ça que j'ai été attirée. J'ai cru en moi. Mon mari m'a épaulée et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Son travail est exténuant, mais c'est sa passion. Et c'est suffisant pour qu'elle y trouve assez de motivation pour continuer. Rien n'est difficile, il faut juste y croire. Tous les jours, je cours derrière la dépense quotidienne et pour avoir de quoi subvenir à mes besoins. Je rends grâce à Dieu. Ses employés, sa clientèle la regardent avec fierté. Elle se bat et ne baisse jamais les bras. Elle est notre doyenne ici. Aujourd'hui, je vis à Tambacounda. C'est elle qui nous a appris ce métier. C'est vraiment une femme brave, courageuse, car elle est dans un milieu pratiquement occupé par les hommes, mais elle s'est frayé un chemin dans ce cercle si restreint. Elle a de la détermination. Le premier jour que je l'ai trouvé ici, j'avais une crevaison et lorsque je l'ai vu démonter le pneu, j'étais ébahi parce que c'est un travail très difficile qui demande beaucoup d'énergie. Et pourtant, elle le fait tous les jours. Veuve et mère de 3 enfants, Aram joue le rôle de chef de famille depuis la disparition de son mari. Nous ne manquons de rien. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis le décès de notre père, nous ne manquons vraiment de rien. Tout ce que papa faisait pour nous, maman l'assure aujourd'hui. Je veux gagner ma vie dignement. C'est pour ça, tous les jours, je suis debout à 6 heures du matin et je finis très tard. Tout ça pour gagner le respect et ma dignité. C'est le seul conseil que mon mari m'a légué. Travailler, prendre soin de sa famille, tels sont les objectifs de Aram Ndiaye qui continue toujours de pleurer son défunt mari. De l'air pour gonfler des pneus, justement, hier, ce sera juste après moi, et c'est l'affaire de Sophia Ba, à 23h, Djoukip Ribari, Soda Diakoumpa. Merci, bonsoir.